Bonjour Glénat. Donc nous sommes toujours au Galactic Days édition 2023 avec Glénat, Stéphane, faut prononcer comment? Stéphane. Ok, non parce que les deux pourraient se dire, ça dépend comment on le prononce. Et donc tu as écrit un roman de science-fiction. Oui. Alors Barna, c'est quoi Barna? Parce que Barna, le mot ne me cause pas beaucoup. Je préfère justement, là par contre je ne peux pas dire ce que signifie Barna, parce qu'en fait le but du livre, enfin le suspense en fait est conçu de telle manière à ce qu'on découvre ce qu'est Barna vraiment à la toute fin du livre, et ça fonctionne. Oui. Donc je ne pourrais pas expliquer ce qu'est Barna. Alors du coup, de quoi parle Barna, même si voilà. Tu ne peux pas nous dire ce qu'est Barna? Parce que Barna c'est un horizon en fait, c'est un horizon ultime. Et le livre en fait part du principe, commence un peu comme tous les romans de science-fiction, on va dire c'est la fin du monde, on va droit dans le mur, mais là on va vraiment, on est vraiment dans une voie sans issue, une voie de non-retour, et les gouvernements mondiaux ont l'intelligence cette fois-ci de faire appel à une alliance de peuples primitifs, donc à tous les aborigènes qui sont répandus partout sur la planète depuis, on le sait, des millénaires, et ils viennent à la rescousse de l'humanité pour aider l'humain à sa rémission. Donc en fait, ils vont mettre sous tutelle les civilisés à l'aide d'une intelligence artificielle, et les humains seront inclus dans un programme pour se réadapter au monde, réussir à vivre à nouveau avec son écosystème pour être en capacité de le protéger. Donc là, tu es en train de me dire que pour sauver le monde, il va falloir faire une sorte de dictature sur les gens pour qu'ils soient écolos, c'est ça? Alors déjà moi il y a plusieurs hypothèses, oui. Et le livre en fait explore plusieurs hypothèses. Il n'y a pas une vérité. Et effectivement, ce qui est marrant, c'est que si on dit, par exemple, je te dis, les peuples primitifs, donc tous les aborigènes d'Australie, de partout dans le monde, viennent pour nous sauver et pour diriger le monde. Tout de suite, là, on se dit, là, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et à partir du moment où on dit ils vont diriger le monde à l'aide d'une intelligence artificielle, là, on commence à se méfier. Et en fait, c'est cette espèce de hiatus, c'est ce paradoxe qui m'a intéressée aussi. L'intelligence artificielle évoque la suspicion et commence à semer le doute, et effectivement à semer le doute pour le lecteur en fait. Et alors, comment t'es venue l'idée de cette histoire, on va dire, assez atypique, surprenante? Parce que quand tu dis que c'est comme tous les romans de science-fiction, non. Le début? Non, pas le début. Même pas. Non. D'accord. C'est un peu post-apocalyptique. Au départ, ça pourrait être post-apocalyptique en fait. C'est pour ça les romans post-apocalyptiques. Oui. Bon, moi, je suis. En fait, c'est parti d'un rêve. Donc, c'est mon ami qui m'a raconté son rêve un matin. Et donc, il a rêvé d'aliens. Et j'ai trouvé que ce début de rêve était assez intéressant, assez fascinant. Et je me suis. J'ai décidé d'écrire à partir de ce rêve. Mais évidemment, ce rêve tenait en quelques pages, une vingtaine, pas plus. Et à partir de là, en fait, j'ai décidé de creuser et de me laisser complètement aller pour vraiment faire travailler complètement mon imagination, et en même temps travailler sur une réflexion un peu plus profonde sur le monde qui nous entoure, et faire passer les messages que j'avais en moi, mais que je ne savais pas comment exprimer en fait. Ça, pour moi, je ne l'ai pas lu, mais tel que tu m'en parles, ça ressemble plus à une fable écologique, une fable politique peut-être, qu'un roman de science-fiction. Oui, c'est vrai qu'au départ, en fait, c'était plutôt... ça ressemblait presque à un essai. Il y avait des parties qui ressemblaient presque à des essais. Oui. Des essais politiques, sociaux. Donc c'est la condition humaine, bien sûr, qui va m'intéresser, mais c'est la condition humaine qui intéresse aussi la grande majorité des auteurs de science-fiction. Donc évidemment, on a Huxley en tête, on a Orwell en tête. Et effectivement, on se retrouve dans une situation aujourd'hui qui est très proche en fait de celle qui, malheureusement... Oui, de celle qui est décrite dans ton livre. Voilà, de celle qui est décrite dans mon livre. Alors, en dehors de ton roman,
Tu es aussi peintre, illustratrice, peintre, ou plutôt c'est de la peinture surtout? Alors je peins, oui c'est ça, en fait je peins, donc c'est des peintures, je fais principalement de la peinture à l'huile. Oui. Donc je peins beaucoup sur le vif ou l'observation. Généralement le réel, mais qui va très rapidement se métamorphoser pour essayer de quitter un peu l'univers réel. Et là, j'avais commencé un triptyque ici, un triptyque donc, de trois peintures à l'huile, dont j'ai utilisé celle-là, Divinity, pour la couverture de mon livre. Et à la base, c'est juste une aile d'avion, en fait. D'accord. En fait, c'est une aile d'avion, mais c'est vrai que là, l'idée là de ce triptyque, c'était justement d'essayer d'explorer un motif qui va vers l'abstraction. Voilà, parce que j'ai beaucoup de mal en fait à aller vers l'abstraction. Je reste toujours vraiment très collée à la réalité. Et c'était la même chose pour mon roman. D'habitude, c'est plutôt de l'autofiction, et donc je reste collée à ma réalité. Et là, le but, c'était vraiment de sortir de moi, d'essayer d'approcher quelque chose d'abstrait. Alors en littérature, on n'appelle pas ça de l'abstraction, mais on appelle ça de la science-fiction, de la fantaisie, du fantastique, de l'imagination. Et voilà. Donc Varna, c'est ton premier roman? C'est mon premier roman édité, auto-édité. Et tu as donc, tu parlais d'autofiction, donc tu as écrit d'autres choses alors, oui. Mais qui ne sont pas éditées et qui ne seront pas éditées. Je réfléchis. Alors j'aurai un autre pseudo, ce sera sa sœur, je pense. Ah ok. C'est compliqué dans ta tête des fois, non? C'est-à-dire que moi, à la base, je conçois l'écriture comme un acte personnel assez solitaire. Et aujourd'hui, on vit dans une société où il faut se montrer, en fait. Pour vendre, oui. C'est ça. Et là, c'est compliqué parce que c'est vrai que l'idéal, dans mon monde idéal, le livre rencontre tout seul son lecteur, mais évidemment, il ne marche pas. Donc, il faut l'accompagner et voilà. Oui, le tenir par la main jusqu'au lecteur. Mais bon, il y a de nombreux auteurs qui ont des pseudonymes et parfois des centaines de pseudonymes. Donc, c'est vrai que c'est pas le même univers. Donc, Mais ça, c'est pas gênant. Par contre, la multiplication des pseudos fait que les gens ont du mal à te suivre. Parce que si, imaginons quelqu'un qui a bien aimé ton premier roman, tu en écris un deuxième sous un autre nom, il ne saura pas forcément que c'est toi. Mais là, ça n'a tellement rien à voir. Par contre, le deuxième que je suis en train, le roman que je suis en train d'écrire sera sous le pseudo de Léna Stéphane. Mais ceux que j'ai déjà écrits, et c'est plus, en tout cas, je suis plus du tout dans ce style littéraire-là, seront sous un autre pseudo parce que c'est un univers mais complètement différent. Là, je ne sais pas si je les perdrai pas en fait c'est ça ma question, mais après j'ai pas de réponse. Fais confiance au lecteur. Le lecteur il est comme toi et comme tout le monde, on n'est pas fait d'un seul bloc. Donc il faut faire confiance au lecteur, le lecteur il suit. Le lecteur qui s'intéresse à ton livre, il va suivre. S'il a aimé le premier, il va suivre sur le deuxième. Pas forcément, mais ça n'a pas forcément c'est une histoire de goût après, c'est pas une histoire d'univers. Je connais pas tes goûts en musique, mais j'imagine que tu n'aimes pas qu'un seul style musical. Ah non. Et ben voilà. Et ben les lecteurs c'est pareil. Oui, mais après, pour moi c'est logique d'avoir. C'est pas du tout le même personnage. Et l'autre en plus, c'est elle qui écrit son livre, c'est une autofiction, donc c'est logique que le nom de l'auteur soit le nom du personnage. Ça c'est clair et net. Anna San Antonio. Ouais, peut-être. San Antonio, ils étaient signés San Antonio. Au départ, on ne savait pas que c'était Frédéric Dard. C'est ça. Et donc, ton projet, c'est ce fameux deuxième roman, donc. Oui. Tu as une idée de l'horizon de parution? Non, parce que j'ai un processus d'écriture assez lent. En fait. Ouais. Donc celui-là m'a pris 4 ans, dont 3 ans d'écriture et 1 an de restructuration. Ouais. Parce qu'il est assez dense en fait, et assez complexe. Et celui-là, je sais pas, j'en suis à la 300e page. Mais ah oui, quand même. J'en suis à la 300e page, mais bon, je pense qu'il y a encore du travail parce que plus ça va, plus j'ai des idées. En fait, et je sais pas où ça va me mener.
D'accord, donc en fait tu écris au fil de l'eau, c'est-à-dire tu n'as pas un plan préconçu au départ. Si. Là pour le coup j'ai un plan assez précis, mais après mes personnages évoluent et je les laisse en fait construire l'histoire. Bien. Et ben en tout cas merci Gléna, même si tu ne t'appelles pas vraiment Gléna. Comme ça reste un secret de polichinelle. Et à très bientôt. Tu seras peut-être aux rencontres de Vénésie. Ah bah je sais pas, du coup c'est prévu comment alors? D'accord, en décembre. D'accord. Et ben bonne journée, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.